to my neurotic patient, I discovered some important new facts about the unconscious. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis. I had to pay heavily for this bit of good luck. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded, but the struggle is not yet over. My name is Sigmund Freud. Pendant un demi-siècle, Sigmund Freud vécut à Vienne dans une rue tranquille, au 19 de la Bergasse. Dans cette maison, il pratiqua la psychanalyse et rédigea son œuvre. Explorateur des profondeurs de l'inconscient et initiateur d'une des grandes aventures intellectuelles du XXe siècle, il voulut toute sa vie éclairer le côté nocturne de l'âme. Son divan fut un lieu d'investigation, un laboratoire où il reçut de ses malades son expérience et son savoir clinique. Il brisa les tabous liés à la sexualité et permit aux femmes de s'émanciper. Après avoir construit l'essentiel de ses théories, il décida de réunir chez lui un groupe d'hommes, médecins, historiens et écrivains, pour former la première association freudienne, la Société psychologique du mercredi. La première séance a lieu en octobre 1902, à 9h précises. Le rituel s'installe, café, cigares, petits gâteaux. Véritable banquet socratique, immergé dans l'esprit viennois du début du siècle, la Société du mercredi fut un laboratoire d'idées nouvelles. Ceux qu'on appelait les hommes du mercredi se réunirent autour d'un maître autoritaire qui éveillait leur conscience. Ils voulaient changer le monde à l'aide d'une doctrine, la psychanalyse. Ils parlaient de philosophie, de littérature, de mythologies anciennes et surtout de maladies psychiques et mentales, avec au cœur de cette histoire les hystériques. À l'hospice de la Salpêtrière, ancien arsenal construit sous Louis XIV, les folles sont isolées dans le quartier spécial des incurables et enchaînées. On les abandonne ainsi à demi nus, au milieu de leurs immondices. À travers les barreaux d'une grille, on leur distribue une nourriture faite de soupe froide et de déchets. Les hystériques soignent leurs compagnes en simulant à merveille leur maladie. Elles sont possédées par la manie de mettre en scène la souffrance des autres. Elles ont le génie du rire, des tragédies et du sanglot. Elles enseignent la folie du monde, la misère du peuple. Freud arrive à Paris un matin d'octobre 1885. Il vient en France pour découvrir sa véritable vocation. Le futur inventeur de la psychanalyse est un jeune médecin juif âgé de 29 ans, amoureux de sa fiancée Martha, à laquelle il envoie un volumineux courrier. J'ai maintenant une impression complète de Paris, et je pourrais devenir très poétique en comparant la ville à un énorme sphinx, prêt à dévorer tous les étrangers qui ne résolvent pas son énigme. Ce Paris est un rêve inextricable, je me réjouirais fort de me réveiller. Freud vient à Paris pour suivre les leçons cliniques de Jean-Martin Charcot, le plus grand neurologue de l'époque. Né en 1825, dans une famille modeste, il exerce ses talents à l'hospice de la Salpêtrière. On le surnomme le Napoléon des hystériques. Lorsque Charcot est nommé à la Salpêtrière,
Il est nommé dans un hôpital qui est en fait un immense hospice pour les femmes. Il y a près de 5 à 6 000 femmes qui sont enfermées à la Salpêtrière. Et pour lui, ça serait une espèce de matériau d'expérience à partir duquel il prétendra, avec un esprit de méthode et de classification extraordinaire, faire une typologie, une symptomatologie de toutes ces affections mystérieuses qui frappent l'être humain lorsque sa raison vacille. Connue depuis l'Antiquité, l'hystérie apparaît aux yeux des savants de la fin du siècle comme une maladie de l'utérus qui saisit le corps des femmes. Pour comprendre la nature des convulsions, les médecins plongent les patientes dans un état de somnambulisme ou de sommeil éveillé que l'on appelle hypnose. Mais, rapprochez ma sœur, rapprochez. Voilà. La méthode de Charcot sera popularisée par ce fameux tableau de Brouillet, la leçon clinique de Charcot, les fameux mardis de Charcot à la Salpêtrière, où assistait toute la bonne société libérale et républicaine de Paris. Toute cette époque, 1860-1880, plonge dans la névrose hystérique. Emma Bovary est un magnifique cas de petite hystérie, ou de petite hystérique. Baudelaire lui-même, dans son journal, parlera de la nécessité, pour lui, poète, de cultiver jusqu'à la jouissance et la terreur son hystérie. Charcot endort les femmes de la Salpêtrière et fait disparaître provisoirement paralysie et contracture. Il utilise l'hypnotisme pour démontrer que l'hystérie est une névrose fonctionnelle sans lien avec l'utérus. Aussi refuse-t-il de parler publiquement des causes génitales. Fasciné par le théâtre de l'hystérie, Freud remarque que la relation entre le médecin et ses patientes ressemble à une histoire d'amour. Il est ébloui par les leçons de Charcot. Martha, ma chérie, je vais te raconter en détail ce qui agit sur moi. Charcot, qui est l'un des plus grands médecins et dont la raison confine au génie, est tout simplement en train de démolir mes conceptions. Aucun autre homme n'a jamais eu autant d'influence sur moi. À partir de Charcot, Freud invente un lien nouveau entre hystérie et sexualité. L'hystérie, telle est la maladie dont Freud s'empare à l'orée du siècle pour avertir les hommes de leurs blessures originelles. La psychanalyse est une manière particulière de raconter l'angoisse, l'oubli, le souvenir, le temps, le déchirement. À la Salpêtrière, le sexe des femmes parle à l'aide de convulsions. Aucune expérience de laboratoire ne saurait en venir à bout. Avec l'invention de la psychanalyse, les cris et les mouvements de la chair seront entendus, verbalisés. Ils deviendront un langage. J'ai détruit tout ce que j'ai noté depuis 14 ans, mes lettres, notes scientifiques et manuscrits de mes travaux. Tous mes sentiments et idées sur le monde ont été jugés indignes de subsister. Il faut recommencer à les penser. Quant à mes biographes, qu'ils se torturent donc. Chacun pourra avoir son idée sur l'évolution du héros. Tous auront raison. Je me réjouis déjà de leurs erreurs. Freud est d'abord un homme sombre, compliqué,
ambitieux, d'une intelligence extraordinaire et qui a un très grand désir d'être un grand homme. Dès le début, il a envie de faire des grandes découvertes. Je crois que ça n'est pas pour rien qu'il s'est comparé lui-même à un aventurier, à Christophe Colomb, et qu'il adorait les conquérants, Hannibal et Napoléon notamment, c'est-à-dire des conquérants militaires. Freud est habité par un grand désir, non pas de réussir au sens de faire des affaires. Après tout, il vient d'un milieu de la bourgeoisie juive, commerçante, c'est pas du tout ça. Il rêve d'être un homme de science, il rêve d'être un savant et de changer le monde. Premier-né du troisième mariage de son père, Freud fut adoré par sa jeune mère. Cet amour lui donna le courage d'affronter l'adversité avec une incroyable assurance. L'université où j'entrai en 1873 m'apporta d'abord quelques déceptions sensibles. Je devais m'y sentir inférieur et exclu de la nationalité des autres parce que j'étais juif. La première de ces prétentions qu'on voulut m'imposer, je ne m'y soumis résolument pas. À l'Institut de physiologie de Vienne, Freud fait la connaissance de Joseph Breuer, un médecin juif spécialiste des maladies nerveuses, qui sera pour lui une figure paternelle. And one day, Breuer told him about this great case, Anna-O, that had happened much earlier in 1880-82, and Freud kept saying, tell me more, tell me more, tell me more. And it turned out to be an intelligent young woman who had very severe, what later came to be called hysterical problems. She forgot her own language. She refused to drink water out of her cup. She had paralyses, which were hysterical paralyses, and all of this was very odd. Anna O, de son vrai nom Bertha Pappenheim, est une jeune fille de la bourgeoisie viennoise. Elle a 20 ans quand surviennent ses premiers troubles. Condamnées à devenir des épouses rigides à l'image de leur mère, ces jeunes femmes de la bonne société viennoise aspirent secrètement à une autre vie. Mais personne ne les écoute. Incapables de faire face à leur destin, elles tombent malades. L'hystérie est le langage de ce désir échoué au seuil de la raison. Breuer, in a way, working with his patient also developed what came to be called the talking cure. That is, he would hypnotize her very gently and then ask her to talk, to remember this, to remember that. And then she would remember and she would talk about it. And this would, in some way, help the symptom to disappear, which greatly amazed Breuer, who worked with her for 2 years. And out of this came then the kind of first, if you wish, she was perhaps the first psychoanalytic patient in the world, or proto-psychoanalytic patient in the world. And Freud pushed this further than Breuer ever did. And this, of course, then becomes the ground for his own independent theory about sexuality and so on. Ils décident de publier leur grand livre inaugural, s'appelle Les études sur l'hystérie, qui sont composées de plusieurs histoires de cas, dont celui d'Anna O. Mais pourquoi est-ce que Freud et Breuer ont publié ce livre? C'est compliqué, parce que c'est pas un livre mensonger. C'est pas un livre qui raconte qu'on guérit les hystériques alors qu'on les guérit pas. C'est un livre qui montre comment on les soigne. Et qui montre en tout cas que les résultats obtenus par ce qu'on appelait la méthode cathartique, c'était pas encore la psychanalyse, mais enfin c'était déjà la cure par la parole. Ça, c'est l'invention progressive de la psychanalyse, qu'au moins on fait quelque chose avec ces femmes, qu'on les écoute. C'est ça la leçon des études sur l'hystérie. Bertha Pappenheim ne sera pas guérie, mais elle s'engagera dans une vie militante au service du sionisme et de la cause des femmes. Dans l'imagination des voyageurs, la ville de Vienne évoque les cafés baroques, les pâtisseries élégantes. Impériale et cosmopolite, elle accueille les styles les plus divers.
Freud avait une aversion profonde pour Vienne. Il n'y voyait qu'hostilité à sa doctrine. Il ne sut pas comprendre que se produisait sous ses yeux une effervescence culturelle qui le façonnait à son insu, une manière neuve de penser la subjectivité, que résume à merveille cette phrase de l'écrivain Hugo von Hofmannsthal: « Nous ne possédons pas notre moi, il souffle sur nous de l'extérieur, nous fuit pour longtemps et nous revient dans un soupir. » En automne 1886, je m'installais comme médecin à Vienne et épousais la jeune fille qui m'avait attendu pendant plus de 4 ans dans une ville lointaine. Lorsque Freud ouvre son cabinet privé, il soigne surtout des femmes de la bourgeoisie viennoise atteintes de névrose, maladie des nerfs, neurasthénie, hystérie. C'est en 1889 qu'une patiente, Fanny Moser, ordonne à Freud de s'écarter d'elle et de ne plus bouger. « Ne me parlez pas, dit-elle, ne me touchez pas, écoutez-moi. » J'abandonnai donc l'hypnose et ne retins d'elle que la position couchée du patient sur un lit de repos, derrière lequel j'étais assis, de sorte que je le voyais, mais sans être vu de lui. Il invente le divan, il se retire pour que la parole, pour que ce soit la parole qui devienne l'acte thérapeutique elle-même. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de magnétisme, il n'y a plus d'hypnose, il n'y a plus de regard, il n'y a plus que la parole. C'est beaucoup plus intéressant que d'aller chercher dans l'inconscient endormi. Et donc les patients prennent l'habitude de raconter leurs souvenirs d'enfance, leurs fantasmes, etc. Passionné par ces découvertes, Freud laisse le sujet parler librement. En écoutant cette parole chaotique, il assigne à la sexualité une place fondamentale. Elle détermine la vie psychique. La névrose n'est pas une maladie insolite, mais la conséquence, partagée par beaucoup, de conflits infantiles non résolus. Cette compréhension des névroses a lieu au moment où Freud rencontre un médecin berlinois, Wilhelm Fliess, qui devient son indispensable ami. Fliess had very strange theories. He was a specialist, ear, nose, and throat specialist, and he believed that the role of the nose, or catarrh of the nose, or something, would be some crucial influence on sexuality and help in the prognosis as well as diagnosis. Freud went along with this and exchanged ideas with him. Et Freud va avoir un amour fou pour cet homme, qui est un peu son alter ego pendant des années, avec lequel il correspond. On a appelé ça la naissance de la psychanalyse, parce qu'à travers toutes ces lettres, c'est l'époque où il élabore toutes ces théories, la bisexualité, la théorie de la séduction, sa première théorie de l'appareil psychique. Toutes les nuits, entre 11h et 2h, je n'ai fait qu'imaginer, transposer, deviner, pour ne m'interrompre que lorsque je me bouillonne et fermente en moi, et je ne fais qu'attendre de nouvelles poussées. Nous n'échouerons pas, mon cher Wilhelm. Au lieu du passage que nous cherchons, nous découvrirons peut-être des océans, dont nos successeurs... C'est à ton intention, cher ami, que je relate tous ces faits. On sait généralement que la neurasthénie est fréquemment due à une sexualité anormale, mais ce que je soutiens, c'est que la neurasthénie n'est qu'une névrose sexuelle. Wilhelm Fliess vit à Berlin. Freud et lui se retrouvent régulièrement pour de longues discussions auxquelles ils donnent le nom de congrès. Ils échangent leurs idées, mais aussi leurs malades. À travers cette relation passionnelle, Freud tâtonne et adopte toutes sortes de théories extravagantes. C'est en se trompant, puis en rectifiant ses erreurs, qu'il construit ses principales hypothèses. T'ai-je déjà révélé, oralement ou par écrit, le grand secret clinique? Je suis encore tout en dessus-dessous, à peu près certain d'avoir résolu le problème de l'hystérie et de la névrose obsessionnelle en trouvant la formule du choc sexuel et de la volupté sexuelle infantile. Quand par exemple il élabore sa théorie de la séduction, c'est-à-dire quand il pense que à l'origine de toute névrose, il y a un traumatisme réel. Ça veut dire les enfants ont subi des traumatismes sexuels réels dans leur enfance. Que fait Freud? Il ne se contente pas d'être un homme de laboratoire qui va faire des recherches comme sur des grenouilles. Il se dit, mais ça a pu m'arriver à moi. Donc, Freud va être habité par une interrogation sur lui-même. Je crois que c'est ça, la grande force de la psychanalyse et de Freud, c'est qu'au lieu de considérer le malade et le patient comme un objet
à étudier de l'extérieur, il passe d'abord par une analyse de lui-même pour savoir s'il n'a pas vécu lui-même la même chose. Les savants de la fin du siècle attribuent une grande importance à la sexualité. Freud pense d'abord que toute névrose a pour origine une séduction réelle vécue dans l'enfance, viol ou attouchement. Puis il renonce à cette hypothèse d'une corruption naturelle de la société. Les abus et les violences existent dans les familles, mais la séduction ne rend pas compte de l'imaginaire sexuel propre à chaque sujet. Freud invente alors la théorie du fantasme. Et si on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans l'inconscient et ce qu'est le trouble psychique, eh bien, l'hystérique est habitée par des réminiscences, des fantasmes. Et c'est elle-même qui invente des séductions qui n'ont pas eu lieu. Donc on souffre de choses qui viennent de soi-même. Et là, la perspective est complètement changée, c'est-à-dire que là c'est la psychanalyse. C'est la psychanalyse et on sort complètement de toutes les théories de l'époque, c'est-à-dire, eh bien, le sujet va s'interroger sur lui-même. Donc on n'a même plus besoin de l'endormir, on n'a pas besoin de découvrir un autre que lui qui l'habiterait, il est habité lui-même par cet autre, etc. Et ça, c'est la révolution freudienne. He's a great, wonderful contradiction. He's a revolutionary who's a bourgeois. It's a wonderful kind of, the man who thought up the things he did, infantile sexuality, homosexuality is not a crime, it's not a sin, it's not a disease, all these things he said, which were presumably, terrible things to say. At the same time, he's a perfect bourgeois. That's one of the things that makes him so interesting. Freud en famille, entouré de sa femme Martha, épouse exemplaire, et de sa belle-sœur Mina, sa confidente, Freud mène une vie de patriarche autoritaire. Il consacre son temps à ses recherches, à ses patients, à ses disciples. Ses 3 fils reçoivent une éducation libérale, tandis que ses 3 filles sont élevées selon un modèle plus traditionnel. Chaque été, Freud loue une maison sur les hauteurs de Vienne. Il y passe ses vacances en famille et se détend en inventant des jeux pour ses enfants et ses petits-enfants, comme en témoignent ces images voilées tournées par un proche. He does not, at least as far as I know, have mistresses. He does not take advantage of his female patients, although, in fact, he begins to understand, and in one of his papers on technique, he writes about this very well, that he talks only about female patients falling in love with a psychoanalyst, and he points out that the analyst should not be proud of that, because the patient is not really falling in love with him, but with someone else for whom the analyst is only a kind of stand-in, a substitute. And the thing to do is not to have an affair, but to analyze what's going on. And he uses very nice, cool, technical language like positive transference in order to show that there's no reason to regard yourself as handsome and irresistible when you're only being, as I said, a substitute for someone in real life. And that the situation on the couch and behind the couches the analyst sits is not what might be called real. It's real enough, but it's not like the outside world. Freud invente de nouveaux concepts. Il appelle libido l'énergie sexuelle et refoulement le processus par lequel est rejeté dans l'inconscient un événement que l'on cherche à oublier, à méconnaître et dont on ne veut rien savoir. Dans l'inconscient, rien ne finit, rien ne passe, rien n'est oublié. Hier, nous avons enterré mon vieux père, mort dans la nuit du 23. Jusqu'à la fin, il s'est montré l'homme remarquable qu'il a toujours été. La mort de son père l'incite à se livrer à un intense travail de fouille dans son passé. C'est le début de son auto-analyse. Curieux d'antiquité et de culture lointaine, Freud collectionne les objets.
Cette passion archéologique l'entraîne au cœur des anciennes civilisations et lui révèle que le destin de chaque homme est lié à celui de l'universalité humaine. Entouré de ses statuettes, ses multiples figurines, romaines, chinoises, grecques, égyptiennes, il analyse les rêves de ses patients et les siens. Il les interprète comme on déchiffre une langue inconnue. L'interprétation des rêves. Dans ce livre magistral qui ouvre le XXe siècle, Freud voyage au-delà de la conscience et du sommeil. Loin d'être une prédiction magique, le rêve, au sens freudien, est l'accomplissement d'un désir inconscient ou refoulé. Dans les rêves, d'étranges personnages se mêlent souvent à un bestiaire à la fois fantastique et familier. Des chiens ressemblent à des loups, des chevaux à des licornes, des femmes prennent des allures de fleurs. Le rêve est ainsi la voie royale qui mène vers l'inconscient, vers la connaissance d'un au-delà de la conscience, intérieure au sujet lui-même. This is one way in which you can get at the secrets of the mind, a way that would touch everyone. Now the book is pretty technical, although it's extremely well written and really amusing and even full of suspense, as he gives you examples of dreams and then interprets them in front of you and tells you about the mechanisms, except for the last chapter, the famous 7th chapter, which is the theoretical chapter, which is harder to read. The rest, any adult could read with profit and with very little difficulty. Now, I think the crucial point is that Freud is saying, I am on the trail of a general psychology which would work not for neurotics alone, but for everyone. De l'autre côté du visible, Freud trace les figures infinies de l'inconscient avec des mots qui dévoilent les mystères communs à tous les hommes. Rêve, acte manqué, lapsus, oubli, tout a une signification. Qui parle en moi? Telle est la question posée par Freud à l'orée du siècle. Le livre sur les rêves marque une nouvelle étape dans la vie de Freud et le début des soirées du mercredi. Brouillé avec son ami berlinois Wilhelm Fliess à cause d'une sombre histoire de vol d'idées, Freud a besoin de transmettre son savoir. Autour de la longue table ovale, les hommes du mercredi sont de plus en plus nombreux. Comme le monde dans lequel ils vivent, ils sont déchirés par des conflits. Le désir qui les pousse à comprendre leurs semblables est d'emblée une interrogation sur eux-mêmes, sur leur enfance, leurs parents, leur identité. Presque tous sont juifs. Étrange situation que celle de Vienne au début du siècle. Le déclin de l'Empire austro-hongrois fit de cette ville paradoxale le creuset d'une culture centrée sur le refus de l'avenir, la fascination pour la mort, l'amour de l'atemporalité. Les fils de la bourgeoisie rejetèrent les illusions de leur père. Peintres, musiciens, écrivains et savants refusèrent la notion même de progrès. Parmi ces intellectuels, nombre d'entre eux étaient juifs. Face à l'antisémitisme, ils s'interrogèrent sur leur judéité, c'est-à-dire sur la manière de continuer à se penser juif dans un monde sans Dieu et sans religion. L'un d'entre eux, Karl Kraus, est célèbre pour la férocité de sa plume. Critique littéraire et politique, il fonde un journal, Die Fackel, le flambeau, dans lequel il dénonce la corruption et les idées progressistes. Il devient un redoutable adversaire de la psychanalyse. Un de ses aphorismes est resté célèbre. La psychanalyse invente les maladies qu'elle prétend guérir. Il est aussi un adversaire du mouvement féministe naissant. L'idée dominait que si les femmes sortaient du modèle de la famille patriarcale, la société entière risquait d'être anéantie par un virus de féminisation et d'abaissement des valeurs viriles. Rien ne ressemblait plus à cette image et à cette peur de la déchéance que le long règne de l'empereur François-Joseph. Sombrant progressivement,
Il paraissait accablé sous le poids d'une féodalité d'un autre âge. La fin d'un monde accompagne la naissance d'une esthétique nouvelle. Avec d'autres créateurs, Gustav Klimt lance le mouvement de la sécession. C'est le début d'une modernité de l'art autrichien. Sans connaître la psychanalyse, Klimt témoigne dans son œuvre d'une même approche de la réalité. Il célèbre les rêves d'angoisse, de sexe et de mort que Freud découvre chez ses patients. En 1905, Freud publie ses 3 essais sur la théorie sexuelle. Le livre fait scandale parce que Freud attribue aux enfants et aux adultes dits normaux des fantasmes sexuels ou des comportements jugés pathologiques. Masturbation, sodomie, fétichisme, désir d'inceste. Il élabore son plus fameux complexe en s'inspirant de la tragédie de Sophocle, dans laquelle le roi de Thèbes, Oedipe, marqué par la malédiction des dieux, tue son père et épouse sa propre mère sans le savoir. À partir de cette histoire, Freud donne le nom de complexe d'Oedipe à une représentation inconsciente où s'exprime le désir de l'enfant pour le parent du sexe opposé et son hostilité pour le parent du même sexe. Ce complexe est une étape dans le développement de l'enfant. Il apparaît entre 3 et 5 ans. Selon Freud, tous les enfants traversent cette situation oedipienne pour ensuite la surmonter. Freud reprend tous les termes qui existaient avant lui, sexualité, inconscient, transfert psychodynamique, mais il leur donne un sens tout à fait nouveau, en accentuant, et c'est pour ça qu'il y a eu une telle opposition à la psychanalyse, en accentuant l'idée que l'homme, le sujet, est déterminé par des forces qui lui échappent. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait insupportable, parce que c'était une perte de la maîtrise, qui existe beaucoup moins dans les autres psychothérapies. Alors, ce qu'on peut dire en même temps, c'est que s'il a été capable de faire ce travail, c'est-à-dire de mettre à jour ces forces inconscientes, c'est parce que la philosophie occidentale était arrivée à un point de réflexion sur le sujet conscient et sur la conscience très poussé. Il est probable que la psychanalyse n'aurait pas pu naître avant qu'il y ait eu une philosophie de la conscience. Parce que pour se rendre compte qu'on a un inconscient, il faut encore en être conscient. Au moment où Freud effectue ses découvertes, les médecins et les psychiatres allemands, autrichiens ou français classent les maladies mentales de façon sophistiquée en oubliant la souffrance des malades. On leur prescrit des traitements corporels, bains, massages, électrothérapie, hydrothérapie, sans croire vraiment à leur efficacité. Und der Mann? La psychanalyse conteste ce nihilisme thérapeutique en proposant d'écouter la parole du patient et en réinventant l'idée d'une possible guérison. Les soirées du mercredi existent depuis 5 ans. On y parle toujours de l'hystérie, de la cure psychanalytique, du refoulement, du transfert. Les hommes du mercredi forment un cénacle autour du père fondateur. Ils sont sa horde sauvage. Ils admirent Freud qui se montre souvent autoritaire et intransigeant. Tous sont frappés par son regard, sa lucidité, son pessimisme, sa fascination pour la mort et le sexe. Ils se nourrissent de son enseignement et de son génie clinique. 1907 est une année importante. Elle marque la rencontre de Freud avec Carl Gustav Jung, 1 an après leur premier échange de lettres. 50 ans après, Jung se souvient. Oh, well, I just paid a visit to him in Vienna, and then we talked for 13 hours without interruption. 13 hours without 13 hours without interruption. We didn't realize that we were almost dead at the end of it, but it was tremendously interesting.
Jung is an ideal figure for him. I've said this in my book very simply. He was not Austrian, he was not old, and he was not Jewish. It was perfect. Because Freud was worrying about the fact that this psychoanalysis might become a kind of parochial enterprise, because the people sitting around the table smoking cigars were all Jewish until a little bit later. He did not like this because he didn't think that psychoanalysis was applied to Jews or could only be practiced by Jews and so on, but he thought it was a human, all human thing. Jung was a very interesting psychiatrist who had done interesting experimental work on association of ideas and so on. Située près de Zurich, la clinique psychiatrique du Bürgosli est à la pointe de la recherche dans le domaine du traitement de la folie. C'est là que Jung fait ses années d'apprentissage. Pour Freud, c'est la terre promise, parce qu'il apprend par Carl Gustav Jung, qui est donc l'assistant de Bleuler dans cette clinique, qu'on est en train, au fond, d'expérimenter la méthode des associations libres. C'est ça qu'on expérimente. On fait parler les malades, les patients psychotiques, par des associations qu'on dit automatiques. Et on découvre au fond un univers de langage. On essaye de donner un sens à cette folie particulière que Bleuler va appeler en 1906 la schizophrénie. Une forme de folie qui intervient très jeune, sur des sujets très jeunes qui tombent dans un état de repli sur eux-mêmes, de délire, d'hallucination, de violence pulsionnelle, etc. Donc des grands fous. Et ce grand médecin qui est Bleuler, dans cette clinique du Bürgosli, se passionne pour les méthodes freudiennes, parce que ça ouvre des nouveaux horizons, comprendre l'univers mental du malade. Élève de Bleuler, Jung restera 9 ans dans cette clinique. Jung and Freud came to know each other. They wrote steadily, and we have their correspondence, fortunately. And for 3 or 4 years, it all looked very rosy and very, very good until Jung decided, and I would say Jung decided to go a different way and move into Oriental mysticism, religion, and all kinds of other things which Freud simply despised, right? Doté d'une puissante intelligence, Jung est habité par un monde intérieur fait d'introspection, de quête de soi, de goût pour l'occultisme et les religions orientales. Pendant 7 ans, il s'enthousiasme pour l'aspect spirituel de l'aventure psychanalytique. En 1913, il s'en écartera. En fait, Jung n'a jamais adhéré à la doctrine de Freud. Il s'intéresse aux archétypes, c'est-à-dire à des représentations symboliques du subconscient. Elles constituent à ses yeux un inconscient collectif. What sort of man was Freud? Well, he was a complicated nature, you know. I liked him very much, but I soon discovered that when he had thought something, then it was settled, while I was doubting all along the line. And it was impossible to discuss something really à fond. You know, he had no philosophical education, particularly I was studying Kant, and I was steeped in it, and that was far from Freud. So from the very beginning there was a discrepancy. Jung does not want to, after 4 or 5 years of very close relationship, to be known as the son or the crown prince or the dauphin or whatever. He wants to be on his own, and one way to be on his own is to disagree and to write rather brutal letters, by the way. I may be partisan, but in this correspondence, Jung does not look very good at all. And but anyway, he is important, again, as another stepping stone in psychoanalysis, in partly helping it to become international. Au cœur de l'Empire austro-hongrois, Budapest est la 2e ville de l'histoire à s'ouvrir au freudisme. Le milieu littéraire et artistique manifeste un intérêt immédiat pour les phénomènes de l'inconscient. Parmi ses intellectuels, un psychiatre, Sándor Ferenczi,
rencontre Freud en 1907. Il deviendra le plus grand psychanalyste du mouvement freudien. Alors qu'est-ce qui se passe avec Ferenczi? Il est là à Budapest, il forme autour de lui des psychanalystes, et puis il se fait analyser par Freud. Il a des symptômes psychosomatiques, et puis il a des problèmes. C'est que il est amoureux d'une femme qui est donc sa maîtresse, qu'il veut épouser, et il l'a en analyse, parce qu'à l'époque on prenait tout le monde en analyse. On ne savait pas encore qu'il fallait des règles. Les règles viendront en 1920, après que Freud ait analysé sa propre fille. Mais avant la Première Guerre mondiale, on analyse tout le monde. Tout le monde s'analyse entre soi. Et Ferenczi tombe amoureux, prend en analyse la fille de sa femme, enfin de sa future femme, de sa maîtresse, et il tombe amoureux de cette fille qu'il a en analyse. Et il explique à Freud tout ce qui se passe. Et Freud lui dit que c'est du transfert, que c'est pas de l'amour, qu'il doit absolument renoncer à ça. Freud est toujours le gardien de la loi. Et Ferenczi obéit, analyse ce qui se passe, et termine au fond son analyse avec Freud en disant cette phrase extraordinaire: c'est terrible, c'est beaucoup mieux comme ça, bien sûr, je suis devenu raisonnable, mais l'analyse m'a normalisé. Comment caractériser Ferenczi? Il est le premier à mettre l'accent sur la relation archaïque à la mère. Il a compris quelque chose très tôt, c'est qu'il y avait des patients pour lesquels un soutien de type maternel qui aurait manqué dans l'enfance, il faut que des patients le retrouvent dans la cure. C'est ça son idée. Donc, il pense que le lieu analytique doit être, enfin la séance, on doit pouvoir embrasser les patients, les toucher, leur dire des gentillesses, accepter leurs cadeaux. Et ça, évidemment, Freud s'y oppose. Et donc, c'est ça, Ferenczi. C'est l'inventivité clinique permanente. Budapest, le 6 janvier 1910. Cher monsieur le professeur, il me semble que je suis comme ce vieil ingénieur des chemins de fer de ma connaissance qui s'arrête devant une locomotive immobilisée sur la voie et s'écrie avec une admiration naïve: c'est tout de même une belle invention. Depuis des années, je m'occupe du matin au soir de psychanalyse. Je suis un tâcheron de cette méthode. C'est mon métier et mon pain quotidien. Et pourtant, il ne se passe pas de jour sans que je doive m'arrêter en plein travail pour admirer les progrès incroyables de la connaissance de l'humanité, malade et bien portante. C'est tout de même une belle invention. Pendant 25 ans, ces deux hommes vont s'écrire plus de 3000 lettres. C'est une des plus belles correspondances dans l'histoire de la psychanalyse. Cher ami, ma crampe de l'écrivain est en nette amélioration. Suite à votre impressionnante sommation de m'accorder du repos, j'ai pris un nouveau patient d'Odessa, un Russe très riche, souffrant de sentiments de compulsion, mais je suis plus efficace que jamais. Sergei Konstantinovitch Pankeev. Ce jeune homme russe de 23 ans est atteint de troubles psychiques graves. Les membres de sa famille ressemblent aux personnages des romans de Dostoïevski. Son père était mélancolique, sa mère obsédée par des maladies, sa sœur s'était suicidée et 2 de ses oncles étaient atteints de folie. Quand il arrive à Vienne pour être analysé par Freud, il a déjà vu plusieurs grands psychiatres de l'époque. Il va très mal et Freud lui dit cette phrase absolument extraordinaire. Il raconte tout son périple, les sanatoriums, les cliniques, et Freud lui dit on a cherché les raisons de votre malaise dans un pot de chambre. Alors maintenant, on va les chercher en vous. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire on n'a rien fait. Kommen Sie. Strecken Sie sich bequem aus. Reden Sie. Lassen Sie sich einfach reden. Je rêvais qu'il faisait nuit et que j'étais couché dans mon lit. Tout à coup, la fenêtre s'ouvre d'elle-même et à ma grande terreur, je vois que sur le grand noyer en face de ma fenêtre, plusieurs loups blancs sont assis. Il y en avait 6 ou 7. Les loups étaient tout blancs et ressemblaient plutôt à des renards. En proie à une grande terreur, évidemment d'être mangé par les loups, je criais et m'éveillais.
Et à partir de l'interprétation de ces rêves, Freud va identifier l'origine de son trouble sexuel et de sa terreur de la sexualité à partir d'une scène traumatique qu'il aurait vue dans son enfance, c'est-à-dire ses parents faisant au fond l'amour bestialement comme des loups. Au fur et à mesure de l'analyse, Freud reconstruit toute l'histoire de ce jeune homme et la publie sous le titre « À partir de l'histoire d'une névrose infantile ». Analysé plus tard par un élève de Freud qui le surnomme l'homme au loup, Pankeïev s'identifie à son cas. Il devient à la lettre l'homme au loup. Ruiné par la Révolution d'Octobre, il s'installe à Vienne, où Freud mobilise les siens pour lui venir en aide financièrement. Toute sa vie, l'homme au loup sera pris en charge par le mouvement psychanalytique et soigné par les héritiers du maître. Il ne sera pas guéri de ses symptômes, mais transformé par sa longue expérience de la psychanalyse. L'idée d'incurabilité et de curabilité habite tout le domaine de la psychiatrie et des maladies psychiques, beaucoup plus que la médecine, parce que c'est vrai qu'en médecine, on arrive à des guérisons des maladies. On arrive à guérir des maladies en médecine, mais dès qu'on a guéri une maladie, il y en a une nouvelle qui ressurgit. Évidemment, ce n'est pas la même. On n'a plus de syphilis, mais on a le sida. Quand on n'aura plus le sida, il y aura autre chose. C'est-à-dire, la maladie, depuis Bichat, comme l'a démontré Bichat, c'est comme la mort. Ça fait partie du corps biologique. Il y aura toujours des maladies et il y aura toujours une médecine pour essayer de les soigner. Eh bien, la psychanalyse, c'est la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a guéri l'hystérie des années 1880. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens, au lieu d'être hystériques, sont devenus dépressifs. C'est-à-dire, les symptômes changent, les maladies changent au fur et à mesure qu'on invente les techniques pour les guérir. Mais on ne vient jamais à bout de rien. Ça, c'est valable en médecine. Et c'est valable en analyse. Cher monsieur le professeur, c'est seulement par la psychanalyse que d'enfant je suis devenu homme. C'est seulement depuis qu'elle me gouverne que je peux mieux subordonner le principe de plaisir au principe de réalité, mieux réfréner l'absurde gaspillage d'affect. Je me suis à peu près réconcilié avec l'idée de la mort et de la maladie. J'ai appris à traiter et à considérer les humains comme des malades et je ne leur tiens par rigueur de leur méchanceté, c'est qu'ils n'y peuvent rien. Je réfrène les rêveries ambitieuses en les ramenant à leurs racines infantiles. Votre dévoué Ferenczi. En 1910, les séances de la Société du mercredi sont transférées de l'appartement de Freud à un collège des docteurs. La fièvre des commencements se dissipe. L'Académie succède au banquet. 1910, c'est aussi l'année où Freud fonde l'Association psychanalytique internationale et demande à Jung d'en assurer la direction. Le congrès de Weimar de 1911 réunit tous les ténors du mouvement psychanalytique international. Jung en est le président malgré des désaccords de plus en plus manifestes. 2 ans plus tard, ce sera la rupture avec Freud. Un autre homme entre alors en scène qui comptera dans l'expansion du mouvement. Ernest Jones, un médecin anglais né au pays de Galles. And what struck me most of all about it was what an extraordinary man he must be, because he seemed to listen to his patients. And I'd never heard of anybody listening to his patients before. They always tested their knee jerks and that sort of thing, but they didn't listen to what they had to say. And here's a man who listened patiently. Well, that took my fancy very much. According to John's autobiography and to what I actually have found out, Jones started to become interested in psychoanalysis around 1906. And together with his friend Trotter, they started reading Freud. He knew a bit of German, and then he became acquainted with German later on. Therefore, psychoanalysis started to circulate in England quite early on. Ernest Jones participe à la traduction anglaise de l'œuvre de Freud. En 1911, il fonde l'Association américaine de psychanalyse et en 1919, la Société britannique de psychanalyse. He had a great spirit of tolerance, of open-mindedness.
anti-dogmatism. And that's the reason why he could actually allow various schools or various trends at one moment to come in Great Britain. And that is a typical attitude of the, let's say, the empirical approach of British culture at its best. But it's interesting, for instance, that the British society from the beginning was full of non-medical people. La Fitzroy Tavern à Londres était le lieu de rencontre des intellectuels anglais non conformistes. C'est autour de Virginia Woolf et de son mari, Leonard Woolf, que se crée le groupe de Bloomsbury. Parmi ces intellectuels, James Strachey s'oriente vers la psychanalyse. Sur les conseils de Jones, James et sa femme Alix se rendent à Vienne pour se faire analyser par Freud. Ils deviennent des praticiens et consacreront leur vie à traduire l'œuvre complète de Freud. And they helped, of course, psychoanalysis to circulate in the Anglo-American world, because at one moment, of course, James, being so friendly with Virginia Woolf and Leonard Woolf, contacted the newborn Hogarth Press and managed to create this link between the Hogarth Press and the British Psychoanalytical Society, so that the Hogarth Press became, in some way, the publisher of Freud and of psychoanalytic works in England. Jones sera le grand organisateur du mouvement, l'homme politique du freudisme, le gardien de la doctrine, et plus tard, face aux États-Unis, celui qui assurera à l'école anglaise une place prééminente. À ce congrès, Freud rencontre pour la première fois Lou Andrea Salomé. Écrivain de langue allemande, né à Saint-Pétersbourg, elle séduit Freud par la vivacité de son esprit, sa chaleureuse humanité, sa beauté. C'est le début d'une longue amitié. Elle est à la recherche, au fond, de la modernité et de qu'est-ce que c'est que l'être humain quand Dieu est en train de mourir. Et quand on est replié sur la figure de soi-même. Et par ailleurs, c'est dans sa vie qu'elle veut réaliser les grandes passions. Et Lou va toujours vers ce qu'il y a de plus intéressant sur le plan intellectuel. Elle rencontre Nietzsche quand elle est toute jeune. Et Nietzsche tombe éperdument amoureux d'elle. Et bien sûr, elle ne devient pas sa maîtresse. C'est pas du tout ça qui l'intéresse. Et elle décide pendant un certain temps de vivre avec les hommes dans des amitiés platoniques, de façon à recréer elle aussi une sorte de banquet platonicien des idées. Et quand elle arrive à Vienne, c'est avec la ferme intention de s'initier à la psychanalyse. Elle a trouvé dans la psychanalyse, au fond, la doctrine qu'elle cherchait. Et à partir du moment où elle va rencontrer la psychanalyse, elle devient psychanalyste et elle cesse d'écrire des romans. Entre Lou et Freud se noue une relation privilégiée faite de confidences intimes et d'amour réciproque. Il a pour elle une véritable admiration et la regarde comme son alter ego. Admise dans le cercle des intimes et reçue avec ferveur à la Société du Mercredi, elle s'établit ensuite à Göttingen où elle pratique la psychanalyse tout en échangeant avec Freud une belle correspondance. Cher Lou, vous m'avez manqué hier soir à la séance. J'ai pris la mauvaise habitude de toujours adresser ma conférence à une certaine personne de mon cercle d'auditeurs et ne cessais hier de fixer comme fasciné la place vide que l'on vous avait réservée. Le 28 juin 1914. Cher ami, je vous écris sous le coup de l'assassinat surprenant de Sarajevo, dont les conséquences sont tout à fait imprévisibles. Il me semble bien que la participation personnelle tienne ici peu de place. 2 mois plus tard éclate la Première Guerre mondiale. Comme des millions d'hommes, Freud ne croit pas à la durée de ce conflit. Il se sent solidaire du destin de son pays. Passé le temps des illusions, il exprime son pessimisme dans une lettre à Lou Andrea Salomé. L'humanité, je n'en doute pas, se remettra même de cette guerre, mais je suis certain que ni moi ni mes contemporains, nous ne retrouverons un monde heureux. Tout est trop horrible. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que tout arrive comme la psychanalyse aurait pu le prévoir, d'après sa connaissance de l'homme et de son comportement.
En novembre 1916, l'empereur François-Joseph s'éteint après 68 ans de règne. Cette mort annonce la chute des Habsbourg et de l'Empire austro-hongrois. Vienne cessa d'être le centre du mouvement freudien pour devenir une ville du passé où demeurait encore le père fondateur. Une certaine idée de la psychanalyse, nocturne et subversive, s'effaçait avec la fin d'un monde dont elle avait elle-même rêvé la fin.